Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG, sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là. Les GG. Si les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie à chaque émission, l'émission a servi de tremplin médiatique à tous les niveaux. C'est une photographie de la société guinéenne. Les GG, sur les ondes d'espace, depuis plus de 15 ans. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et voilà. Quel est le regard du bloc libéral? Ou si vous préférez, de Dr Faya Milimono sur la gestion de la transition guinéenne par le CNRD et par tous les acteurs gouvernementaux. Voici le sujet qu'on aborde maintenant pour une trentaine de minutes tout au plus. Oui, mais on s'attendait à Dr Faya Milimono dans le gouvernement Baouri. Pourquoi on a attendu Dr Faya dans tous les gouvernements d'Alpha Condé. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que vous êtes tombé dans les fleurs pas de dans ces tous les gouvernements d'Alpha. Mais je vais... comment il s'appelle? Celui qu'on a ramené là d'exil. L'ancien gouverneur adjoint. Les grandes gueules. Baïdi Haribo. C'est lui qui a dit ça de moi, mais je l'attends à un tournant. Le grand Baïdi vous écoute. Donc vous n'êtes pas tombé dans les fleurs. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas tombé, vous n'êtes pas tombé, mais vous avez traversé des fleurs sur la pointe des pieds. Non, mais pas du tout. Mais pourquoi je traverserais sur la pointe des pieds? Chaque fois que j'avais été à Septouria, j'ai été invité par le locataire. C'était Alpha Condé lui-même. Mais vous ne vouliez pas, on nous dit que vous ne vouliez pas être vu par les autres. Non, mais pourquoi? Vous ne vouliez pas qu'on vienne justement informer les médias que vous étiez un visiteur nocturne. D'ailleurs, la plupart du temps, quand j'avais été rencontré... Les grandes gueules. Les journalistes pour l'informer. Donc, oui, mais les visites nocturnes quand même. Non, mais écoute, quand tu es invité, c'est pas toi qui choisis l'heure à laquelle tu veux être là-bas. Oui, mais beaucoup quand même étaient reçus aussi de jour à Sécoutoria. Mais bien sûr, j'ai été aussi reçu plusieurs fois de jour. Oui, mais on parle des visites nocturnes. Bon, écoutez, on revient à des choses plus sérieuses. Alors, plus de, c'est quoi, 30 mois maintenant que le CNRD est là, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de courant. Sur la question des droits humains, vous venez d'en parler d'ailleurs pendant près d'une heure. En réalité, c'est une question aujourd'hui où on pourrait carrément parler en Guinée forestière de problèmes de droits humains. Les médias, en tout cas pour ceux qui comptent, pour les grands médias indépendants, on nous a poussé soit à poser la clé sous la porte, on interdit, on demande à des annonceurs carrément, y compris des groupes singapouriens ou chinois, on leur dit de ne pas venir communiquer dans les médias, et on brouille nos ondes, on installe des dispositifs pour couper Internet, et tout ça dans votre pays. D'abord, est-ce que vous étiez là en décembre quand Internet avait été coupé? Pour commencer. Enfin, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. J'étais souvent au Libéria, de l'autre côté. Les grandes gueules. Etc. Mais c'est une situation que nous avons déplorée dès le début. Et si vous me demandez ce que je pense de la période transitoire telle qu'elle est conduite aujourd'hui, nous avons commencé à... D'abord, vous avez dû faire attention sur la question des droits humains. Parce que tout ce que j'ai cité, j'ai fait exprès. Oui, tout à fait. Ce qui fait naître effectivement le doute sur l'aboutissement heureux de cette période transitoire que nous souhaitons tous, ce sont ces signaux-là. La liberté de la presse, le père, c'est un autre général. Lui, il s'appelait le général Lansana Conté. C'est grâce à lui que nous avons eu droit à des radios privées, des télés privées, etc. Bon, pas de télé privées, mais les radios et même privées, des partis politiques. Même des partis politiques, c'est grâce à un autre militaire. Je ne souhaiterais pas que le président Mamadi porte la responsabilité d'en tuer cette liberté de la presse, parce qu'aujourd'hui, c'est inquiétant.
Dès qu'on a annoncé La mort est en cours, hein. le retrait, non mais c'est la dernière fois j'étais. Il apporte déjà cette responsabilité. Un jour j'étais assis, j'étais en train de passer sur Facebook. J'ai vu des jeunes de 6 médias qui disaient n'avoir pas reçu un paiement de leur salaire depuis des mois. 18 mois. Antonio Soirée est une fierté guinéenne. Quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il était complètement par terre. Quand on parle des grandes gueules en République de Guinée, dans le monde médiatique, et on parle de Lamine Guirassy, c'est une fierté guinéenne. Le mal de notre pays, ailleurs, les gouvernements travaillent à faire émerger des géants. Mais nous les tuons. C'est pourquoi il n'y a pas de riches. Parmi ceux qui entreprennent dans notre pays, on est un cimetière. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Si un journaliste en particulier, dans une émission quelconque, a été au-delà de ce que sa profession lui permettait, sanctionnez-le. Ça se fait partout ailleurs. Mais ne pas tuer tout un secteur. Ça, c'est grave. Autre chose qui commence à grincer. À ce niveau, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'eux-mêmes, ils arrivent en force dans le secteur des médias. Mara, s'il te plaît. Je fais juste une observation. Très bien. Je veux qu'il poursuive. Voilà. Oui. Voilà. Autre chose qui nous amène à nous poser beaucoup de questions, c'est que nous étions en train de parler de cette période transitoire. Combien de temps ça devait durer? Les grandes gueules. Les années 2021-2022. On était presque arrivé à un consensus sur les 36 mois. Lorsque le gouvernement et le CNRD se sont extraits pour s'asseoir avec la CEDEAO et s'entendre sur 24 mois. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas tenir les 24 mois. Le Premier ministre, imprudemment, même s'il a été honnête, mais imprudemment, dit sur les médias que ça ne peut pas être tenu et que donc les élections ne pourront pas être organisées en 2024, sauf en 2025. Or, lorsqu'on voit l'évolution des choses, je ne crois pas que ça demande des mois pour nommer un coordinateur du RAVEC. Nous ne l'avons pas encore. Or, c'est ce RAVEC que nous attendons pour extraire le fichier électoral. C'est ce RAVEC-là. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas qui en est le coordinateur. L'avant-projet de constitution, dans l'accord dit dynamique avec la CEDEAO, c'était en juillet 2023 qu'on attendait l'avant-projet. Après, on nous a dit que ça sera en septembre. Après, ça sera en décembre. Et c'est de Dubaï que le président du CNT nous a annoncé que ça sera avant la fin du premier trimestre de l'année 2023. Eh bien, nous sommes dans le deuxième trimestre. On peut bien être dans le troisième et dans le dernier sans voir ce fameux document. Avec tous les problèmes que nous voyons émerger, parce que la pauvreté, elle est galopante aujourd'hui. C'est vrai. En fait, sur la question de l'énergie, on en est pour longtemps, parce qu'on n'a jamais voulu résoudre le problème. Alors, on va venir à ces questions. J'aurais aimé qu'il fasse un premier tour de tableau, parce que apparemment c'est une toile que vous dépeignez de cette situation. Achevez là et on poursuit l'interview tout à l'heure. Ce que je vais dire, c'est brièvement sur la question, on manque de courage, on manque d'initiative, de créativité. Lansana Conté, rappelons-nous, dans les années 90, était confronté avec la Banque mondiale aux difficultés de financer Garafiri. Comme c'était un bon soldat doublé d'un paysan, il dit, mais et si on se tournait vers les Guinéens eux-mêmes? Les grandes gueules. Sauf que ça a été mal exploité. On a fait recours aux Guinéens comme s'il s'agissait de traiter du choléra ou une épidémie. C'est en ce moment-là que l'élite économique et financière autour de Lansana Conté devait penser que aucun développement guinéen ne sera possible sans les Guinéens. Ailleurs, quand vous voyez un gouvernement américain faire des routes du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est avec les fonds américains.
des Américains. Et d'ailleurs, cette volonté de financer le barrage de Garaferi, il y a une belle expérience africaine qui a marché avec le canal de Suez. Justement. Donc, la phase 2 du projet. Je me dis que si ça avait été fait avec plus d'intelligence et que depuis les années 90, on avait ouvert, n'est-ce pas, ce secteur au financement des Guinéens, aux investissements des Guinéens, il y a des pays en Afrique qui vont négocier avec le gouvernement américain, les gouvernements occidentaux, pour que leurs citoyens qui s'y trouvent investissent dans les produits financiers de leur pays pour leur permettre de réaliser certaines infrastructures, tout en permettant à ceux-là de préparer leur retraite dans leur pays. Mais la Guinée, c'est comme si on est là, on fait du surplace, et puis ça ne va pas. Tant aussi longtemps que les Guinéens, parce que dire que les Guinéens vont investir dans la construction des infrastructures, que ce soit énergétique, routière, signifie qu'il faut que la gestion soit rigoureuse. En effet. Très bien. Soit rigoureuse, mais puisqu'on ne veut pas se soumettre à cela, bon, même ce qu'on est en train de nous mirer aujourd'hui, de dire qu'on veut la transformation sur place, une belle idée. Mais c'est aux Guinéens d'investir pour transformer leurs mines en Guinée. Très bien. Alors, Jacques. On revient donc à la politique. Vous avez participé à ces discussions qui ont produit un rapport. On parle de 35 ou 36 résolutions. Et puis finalement, vous vous rendez compte que ces résolutions-là ne sont pas mises en œuvre. On est bien d'accord aujourd'hui? En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous avons prévues dans ces résolutions-là qui ne sont pas mise en œuvre actuellement. Est-ce que vous vous dites... Et nous avons, vous vous rappelez, à un moment donné, quand M. Bahouri n'était même pas encore Premier ministre, qu'on avait envoyé les grandes gueules pour attirer son attention sur le manque de lisibilité par rapport, n'est-ce pas, à la conduite de cette période transitoire. Eh bien, on en est encore là. Est-ce que vous vous dites finalement que, de la même manière que ceux qui n'ont pas participé à cette discussion, vous vous retrouvez aujourd'hui à ne pas être écouté, vous aussi, vous qui avez, disons comme ça, fait preuve de bonne foi? Écoutez, je ne sais pas pour le cas de ceux qui n'ont pas été autour de la table, mais nous avons été autour de la table, nous avons dit ce que nous avons dit. Si cela n'est pas mis en œuvre, ça devient bonnet blanc, blanc bonnet. Vous avez été autour de la table, Dr Faya Milimono. Est-ce que les propositions que vous avez faites auraient pu permettre d'aller aux élections avant 2025? Je pose cette question parce que vous avez certainement suivi l'adresse à la nation vers la fin de l'année du président qui n'a pas mentionné l'organisation d'élections ni présidentielles ni locales pendant l'année 2024. Est-ce que les propositions que vous avez faites auraient pu permettre d'aller à ces élections? Ou bien est-ce que vous pensez, avec le chronogramme de la transition en cours, est-ce que cela peut permettre justement d'obtenir des élections en 2025? Écoutez, il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique. M. Bahouri, le Premier ministre, qui a annoncé que les élections n'auront pas lieu en 2024 mais en 2025, vienne d'abord vers les acteurs politiques avant d'aller sur les ondes pour dire on avait un accord avec la CEDEAO, nous ne sommes pas en mesure de respecter les termes de cet accord parce que les élections ne peuvent pas se tenir d'ici décembre. Nous n'avons plus que 8 mois devant nous. Nous n'avons même pas encore l'avant-projet de constitution. Alors, c'est venir devant les acteurs politiques de façon franche et sincère pour dire voici combien de mois de plus peut-être on en a besoin et nous expliquer pourquoi on n'est pas arrivé là. Parce que retenez bien que l'accord avec la CEDEAO n'engage pas les acteurs politiques guinéens. Parce qu'aucun acteur politique n'y était invité. C'est la CEDEAO, le gouvernement, qui se sont assis avec la CEDEAO, qui avait la solution magique de 2 ans. Et puis, la solution a été acceptée. Et puis, on a continué à agir comme s'il n'y avait pas cet accord. Et finalement, on en est là. Donc, il faut que... Mais l'accord était dynamique. Mais si cet accord ne vous engage pas, qu'est-ce qui vous engage? Parce qu'il y a certains qui ont fait des sorties récemment pour dire qu'à partir de décembre 2024, ils ne reconnaîtront plus le CNRD. Est-ce que vous faites partie de ces personnes-là? Nous ne sommes pas d'accord à ce niveau. Nous sommes à un niveau où nous exprimons clairement au président de la République ainsi qu'au gouvernement, au CNRD, les doutes persistants qui continuent, n'est-ce pas, à être observés. Nous avons nous nous sommes impliqués dans le dialogue parce que nous avons pensé que l'agenda qui a été mis d'actualité, il est encore d'actualité parce que vous ne pouvez pas gérer un pays, Madame So,
dans lequel vous ne connaissez pas qui est né quand. Il y a des Guinéens qui sont dans la fonction publique, dont les dates de naissance sont postérieures à la date d'obtention de leur diplôme. Vous comprenez? Lorsque en vous fait, avez... ils sont nés diplômés. Ils sont nés diplômés. Lorsque vous êtes dans une telle situation, vous ne pouvez pas développer. Ils sont nés chimistes. Vous comprenez? Vous êtes dans un pays, vous l'avez dit, on vous écoute. Vous êtes dans un pays où nous payons des milliards de francs guinéens pour protéger les Guinéens. Mais comment? On ne peut pas les protéger. Donc, il y a des fondamentaux qu'il faille avoir en place. C'est sur ça que la promesse se trouvait. C'est aussi sur ça que... Attendez. Oui. C'est aussi sur ça que... sur la question de la justice, que la promesse était faite. Ce que j'ai dit ce matin ici, ce n'est pas de la justice. Mieux, il y a maintenant 2 ans et quelques, voire bientôt 3 ans, que les anciens commis de l'État sont accusés en matière de procédure judiciaire. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais lorsqu'on accuse, on donne la preuve. On ne peut pas arrêter quelqu'un. On va te garder là, en attendant de trouver la preuve pour prouver que tu es coupable. Ou alors, à toi-même de prouver que tu es innocent. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La greffe, on l'a créée, ça a suscité beaucoup d'espoir. Mais ça a accouché d'une souris. Des souris même. Il y a des souris grosses. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment qu'il faut maintenant libérer ces cadres-là ou les mettre sous liberté conditionnelle? Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est un combat politique qui est en train d'être mené en gardant ces gens en détention. Il faut les annuler. Je crois que si on n'a pas de preuves contre eux, il faut avoir l'honnêteté. Il faut les libérer. De les libérer. S'ils ont des doutes qui persistent, tout au moins qu'on leur permette de rester à la maison. Qu'ils soient en garde, à résidence surveillée. Parce qu'en prison là-bas, c'est un mouroir. Je suis allé là. J'ai fait la prison de Conakry. J'ai trouvé des gens là-bas dont les dossiers sont perdus depuis 10 ans. Et quand votre dossier est perdu, c'est que vous êtes là-dedans. C'est comme si vous êtes condamné à mort. En fait, vous sortez des effectifs de la population carcérale. Oui. C'est comme si vous n'y étiez plus. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien qui permette à un juge de dire vous devez être libre ou pas libre. On dit simplement le dossier. Il y a un jeune qui est actuellement, bon, c'est un jeune qui est là-bas pour abus de confiance. Il y a eu une audience au cours de laquelle on lui a dit de s'engager à payer, à rembourser la personne. Bon, ils se sont entendus. On dit bon, on le retourne là-dedans. Demain, on va achever ça. La nuit, on fait le remue-ménage entre les magistrats. Entre-temps, on dit le dossier est perdu. Il a fallu lancer une recherche. Le dossier a été trouvé. Donc, quand vous êtes dans les prisons de Guinée, vous êtes condamné à mort. Et je crois que quand le général, maintenant, avait dit qu'il faisait de la justice une boussole, c'était réellement un espoir des Guinéens qu'il avait touché. Ouais. Mais aujourd'hui, malheureusement, il faut le reconnaître. Lorsqu'on maintient des gens en prison, ça veut dire qu'en matière de justice, il y a un principe. Mieux vaut qu'un coupable parte dans la nature, qu'un innocent soit condamné. En matière de justice, c'est un peu cela. Malheureusement, dans notre pays, des grandes gueules. On n'en est pas. On se demande quand est-ce les magistrats de ce pays vont redonner véritablement. C'est une valeur cardinale. Ça fait partie de notre devise. Travail, justice, solidarité. La solidarité, elle n'existe pas parce qu'elle n'est pas organisée. Sauf quand on trouve les gens, les mendiants de temps en temps, on donne 10 000 ou 20 000. C'est pas ça la solidarité. D'accord. Alors, docteur Faya, est-ce qu'aujourd'hui, je vais poser 2 questions parce qu'on a sauté le RAVEC un peu. Le RAVEC, en réalité, aujourd'hui, pensez-vous que la procédure a réellement commencé et ça va nous mener jusqu'à quand? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, avez-vous aujourd'hui le sentiment que certains auraient de la détention des personnes comme Kassori Fofana, Damaro, entre autres, que ça a aujourd'hui un caractère politique? Première question. Je crois que je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va commencer ou si ça a commencé, parce que c'est des questions que nous n'avons arrêté nous-mêmes de poser au ministère de l'administration du territoire. Toutes les fois que nous y avons été,
c'est pour nous poser des questions. On nous a souvent préparé des diapos de PowerPoint bien organisés et tout ça. Mais en réalité, tant aussi longtemps qu'on ne sera pas en mesure de pointer du doigt à une date en particulier pour dire à cette date-là, on aura les élections locales, à cette autre date précise, on aura les élections législatives, à cette autre date, on aura la présidentielle, eh bien, on est dans le flou. C'est ce qu'on a toujours souhaité, en fait, qui n'a pas encore été obtenu. Maintenant, en ce qui concerne le cas des détenus, j'étais de ceux, parce que quand on voit l'état de délabrement de ce pays, l'état de pauvreté de ce pays, le contraste entre les richesses dont Dieu nous a dotés dans ce pays et le marasme dans lequel nous vivons, c'est que c'est des hommes et des femmes qui sont responsables de ça. Si le CNRD est venu, il a dit, il connaît les gens, ça a suscité un espoir. Mais finalement, on se rend compte que c'était faux. Parce qu'on ne détient pas de preuves contre aucun d'entre eux. Aucun. Et c'est ce qui est lamentable en réalité. Il faut qu'on sorte de ça. Mais à votre avis alors, puisqu'il n'y a pas de preuves, pourquoi est-ce qu'on les maintient en détention? Et c'est pour cette raison. Est-ce que serait-il trop voire dangereux pour le CNRD? S'il n'y a pas de preuves, pourquoi est-ce qu'on les détient? Écoutez, ce qui est plus dangereux pour le CNRD, c'est lui-même. C'est de continuer à les maintenir en prison, sachant qu'il n'y a pas de preuves. Ce qui est plus dangereux. Macky Sall s'était débrouillé pour se maintenir. La justice lui a dit non. Il a empêché Sonko d'être candidat. Sonko a choisi son ami prisonnier pour être le substitut. Et le prisonnier président. À un moment donné, oui. Macky Sall lui-même s'est rendu compte que les résultats peuvent bien donner comme président celui qui est en prison. Il a donc anticipé, il a libéré 10 jours avant. Je crois qu'on a besoin d'un peu d'élégance par rapport à ça. Oui, mais lorsque vous voyez aussi même pas mal de ces officiers ou de tous ceux qui entourent en fait tout ce qui compose aujourd'hui la galaxie CNRD, en un temps si record, les achats dans l'immobilier, le foncier et tout, finalement, est-ce que cette croisade annoncée contre la corruption a encore un sens en Guinée? Ça a un sens. Parce que moi je m'en tiens à une seule chose. Le crime économique est imprescriptible dans notre pays. Qu'on n'ait pas les preuves aujourd'hui pour épingler quelqu'un ne veut pas dire l'absence de preuves ne signifie pas non-culpabilité. C'est parce qu'on ne l'a pas trouvé. Si la preuve n'est pas trouvée maintenant, c'est qu'un jour ça peut être trouvé. Lorsque la Cour de répression a été créée, tout le monde a déploré le fait qu'on n'y a pas mis les moyens. Je commence par les moyens humains. Les gens pensent que c'est toujours les moyens matériels, les moyens financiers. Ce n'est pas ça. Pour retracer l'argent sale, ça demande une expertise. Ceux qui en possèdent, je ne connais aucun Guinéen. Ceux qui possèdent l'expertise pour retracer l'argent sale, qui partent des compagnies minières aux paradis fiscaux, de là, etc., etc. Ceux qui ont cette capacité de retracer l'argent sale, c'est des cabinets qui coûtent cher. La question qui était devant le CNRD et le choix clair qui était devant le CNRD, nous n'avons pas d'expertise en Guinée. Nous avons créé la Cour. Alors, est-ce que nous acceptons, si nous pensons que des milliards ont été dérobés au préjudice du peuple de Guinée, est-ce que nous préférons perdre ces milliards ou choisir des cabinets, même si ça nous coûte cher, leur payer la moitié de ce qu'on va recouvrir pour que la Guinée ne s'en sorte pas bredouille? Généralement, les cabinets ne nous demandent même pas la moitié, mais ma question, peut-être que vous ne l'avez pas bien saisie, c'est ce que le doyen Damaro appelle le paradoxe du savon sale. Vous voyez qu'il ne peut pas se laver lui-même parce qu'il est sale, mais il lave les autres. Alors, ce que je veux dire, quand on voit le niveau d'enrichissement justement de ceux-là qui sont normalement chargés aujourd'hui de combattre le crime financier, est-ce que ce combat-là est encore légitime? Quand ceux qui en fixent les règles et ceux s'en donnent les moyens ne sont pas eux-mêmes exempts de tout soupçon. J'ai dit encore une fois que c'est un combat qui est légitime. À court terme, pédagogiquement, le peuple... Les grandes gueules. C'est un peu
ce qui était arrivé à un moment donné lorsque l'inspection générale d'État avait dit que sur un échantillon de 1000 cadres nommés par décret, 360 au moins n'ont pas de diplôme vérifié. On ne peut pas s'acharner sur un enfant qui est en 6e année, qui cherche un certificat d'entrée en 7e, alors que... Comme le faisait Guillaume. Alors que ceux qui ont bénéficié des décrets pour être au plus haut niveau de la gestion de l'État n'ont même pas de diplôme ou ils les ont fabriqués eux-mêmes. À court terme, pédagogiquement, pour beaucoup de Guinéens, ils ne vont plus croire. D'accord. Mais la lutte, elle a encore son sens, parce que si le crime économique est imprescriptible dans notre pays, eh bien, après le CNRD, il y aura un gouvernement, il y aura un président, et le combat là doit continuer. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne moralise pas la vie publique dans notre pays, nous continuerons à maintenir 90% des Guinéens dans la pauvreté, pendant qu'une minorité d'administrateurs censés servir, parce que finalement, les richesses de ce pays, les plus riches en Guinée, ce ne sont pas les hommes d'affaires. C'est ceux qui sont au compte de l'État, qui sont censés servir. Docteur Kamano, Docteur Fer, on arrive à la fin. En plus, on arrive à la fin, donc en une minute, on n'a plus qu'une minute. Que faut-il faire avec un tel tableau qui s'assombrit? Si hier, il était éclatant et qu'il a bénéficié de l'appui de beaucoup d'acteurs, y compris dans la presse, aujourd'hui, tout le monde convient de ce constat, ça ne va pas. Comment sauver le peu qui peut l'être? C'est d'abord au président, le général Doumbouya, de reprendre la main. Il doit revenir, n'est-ce pas? Il doit revenir à son discours du début. Regarder les Guinéens dans les yeux pour dire: nous nous sommes trompés pendant quelques moments. Mais l'objectif reste le même. Il faut qu'ils reprennent la main. Parce que beaucoup de dossiers, j'ai l'impression que ça commence à ressembler à ce qu'on a appelé au temps de l'ancien Conté le rideau entre le président et la vérité. Vous comprenez? Imaginez que ce sont des Guinéens. Quand quelqu'un arrive, il peut arriver avec de très bonnes intentions. Sékou Touré a été un exemple. Lansana Conté est un autre exemple. Dadis, etc., etc. Les bonnes intentions, nos dirigeants les ont. Mais on dirait que une fois qu'ils arrivent là, c'est un milieu hanté. Il y a des gens, des différents groupes autour qui changent complètement cela. Il faut que le président sorte de son tour d'ivoire pour regarder les Guinéens en face et reprendre la main. Sinon, cette période transitoire est en train d'aller à l'échec. Cette période transitoire qui est en train d'aller à l'échec, ça part en vrille, ça part en cacahuète. Mohamed Ali aurait dit que ça part en couille. On va donc s'arrêter là sur ces mots de Dr Faya Milimouno ce matin. Si c'est la fête, très bonne fête à vous. Moussaïe Roba, si c'est la fête. Merci. Si c'est la fête d'Aouda Mohamed Kamara, c'est la fête. Très bonne fête. Et souvenez-vous que nous sommes des... Souvenez-vous que nous sommes... si ce n'est pas la fête, demain nous revenons. Il faut dire ça. Mais souvenez-vous surtout que nous sommes des collaborateurs très très ouverts. Qui serions-nous pour refuser une invitation à manger du gibier? Vous devez donner le salmafo d'abord. Oui, on va ramener avec. Dès que vous nous invitez, on vient avec. Non, vous donnez d'abord pour qu'on prépare... Très bien. Et très bonne fête chez vous. Vous, nos auditeurs, vous, nos auditrices. Très bonne fête chez vous. À l'homme de nuit, à Alseni Barry, à mon ami, c'est Mohamed. J'ai pas oublié ça, Mohamed Kamara. Merci donc pour tout le travail que vous abattez. Très bonne fête, d'où que vous nous suiviez. Et souvenez-vous, en plus d'être les meilleurs, nous sommes toujours et désormais le seul.